Salut les jeunes cyclistes dynamiques. Aujourd'hui, je suis dans la ville de Vigny, dans le Val d'Oise. Et on part pour une course en ligne. Dans la région, c'est le Tour du Vexin français, organisé par le PAC 95. Allez, c'est parti. Bienvenue donc au départ de ce Tour du Vexin 2022. Cette course, elle a été courue presque entièrement sous la pluie. Elle s'est également courue à un train d'enfer. Comme c'est une course en deuxième catégorie et c'est une des plus belles courses du calendrier francilien, il y avait du niveau, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais avant de passer à la course, un message d'un partenaire. Cette vidéo est sponsorisée par Le Job Vélo, la seule plateforme qui répertorie les offres d'emploi dans le secteur du cycle en France. Si vous êtes qualifié et que vous cherchez un job ou bien que vous êtes tenté par le métier, rendez-vous sur lejobvélo.fr, j'ai mis un lien dans la description. Mais tout de suite, place à la course. Truc dingue avec ce Tour du Vexin, c'est évidemment que, comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, il a été couru sous la pluie. Il pleuvait tellement à ce moment-là de la course qu'on voit même les gouttes d'eau. C'est quand même... Enfin, c'est pas très dramatique sur la vidéo, mais je peux vous dire, la route était bien mouillée. Et dans les descentes, comme ici, c'était un peu flippant, en vrai. Parce que là, on est au-dessus des 50 km/h, on va même monter au-dessus des 65 km/h à un moment donné. Et moi, je connais pas du tout la route, déjà pour commencer. Et surtout, tout peut arriver, quoi. Une petite glissade, un petit coup de frein sur un passage clouté. Enfin, ça peut vraiment... vite dégénéré, comme par exemple ici il y a un rétrécissement plus une petite bosse. Là c'est clairement le genre d'endroit où on peut se rentrer dedans et où franchement avec la pluie on n'y voyait pas grand chose. C'était un peu ce début de course, je le sentais pas de ouf malgré le fait que j'avais de bonnes jambes et que mon vélo était tout propre. Enfin quand je suis arrivé il était propre. Franchement je sortais de la Loop Crit, ça se passait bien. J'avais fait quelques exercices pour améliorer ma capacité à répéter les efforts, surtout les efforts courts type moins d'une minute. Donc je me sentais pas trop mal, je me disais que ça allait peut-être le faire. Seulement voilà, le Tour du Vexin, c'est une course qui fait presque 3 heures sur un parcours que je n'avais encore jamais fait, puisque c'est ma première fois sur le Tour du Vexin, avec quelques bosses, dont certaines assez raides, sur lesquelles j'avais jamais roulé. Donc c'était c'était un peu l'inconnu. En plus de ça, il pleuvait, donc on voyait rien. Je dois avouer qu'à ce moment-là, mon niveau de stress était assez élevé, quoi. C'était vraiment pas une situation très agréable, à me dire que on roulait à fond sur un parcours mouillé que je connaissais pas, parcours en ligne en plus, du coup il peut vraiment y avoir de l'imprévu. C'est un petit peu différent des parcours sur circuit. Là par exemple ici il y a une voiture juste en face qui a été arrêtée par les motards qui ouvrent la route pour la course. J'étais pas le seul à serrer les fesses dans cette descente à 70 km/h sur route mouillée. Regardez le coureur d'Argenteuil au milieu, il va carrément freiner pour se rassurer et ralentir à l'entrée de ce virage. C'était pas rassurant. Franchement cette course, le début de course en tout cas, était franchement pas rassurant. Ça n'avait encore rien de physique, mais rien que dans la tête, pour moi, c'était déjà compliqué. Après ce jour-là, franchement, j'avais les jambes. Je sortais de la Loop Crit, comme je vous l'ai dit au tout début, je me sentais bien, je me sentais plutôt costaud, à l'entraînement, ça se passait plutôt pas mal. Et là, au moment où on prend ce virage à droite, c'est là qu'arrive le premier meilleur grimpeur de la journée. Pour ce qui me concerne, étant donné que c'est ma première participation, l'objectif c'est vraiment d'essayer de terminer avec la meilleure place possible. J'avais pas du tout regardé les grimpeurs, les points, etc. Vraiment, je m'étais vraiment focalisé sur le classement final, terminer la course avec le meilleur classement possible et aider mes coéquipiers à chaque fois qu'ils auront besoin de moi. Retour sur ce qu'on voit à l'écran, comme je l'ai dit, premier meilleur grimpeur, c'est la côte de Véteuil. La particularité de cette côte, et ça je l'avais vu quand même sur le roadbook, c'est qu'elle se termine sur une partie en faux plat montant venteuse. Donc il fallait clairement s'attendre à ce que ça puisse étirer énormément le peloton en haut de la bosse. Et c'est pour ça que j'ai essayé de garder une position favorable en attendant que potentiellement quelqu'un attaque pour pouvoir prendre les roues et faire partie d'un potentiel groupe échappé à ce moment-là déjà de la course. On est au 25e kilomètre. Jusque là, la bosse s'est montée à un rythme que je considère comme supportable, disons que pour une durée de 3 à 5 minutes, ça passe encore, mais là ça commence vraiment à accélérer sévèrement. Regardez les watts en bas, on dirait pas parce que tout le monde accélère en même temps que je suis en train d'accélérer, mais on a gagné quasiment 10 km/h dans cette accélération. C'est la partie dont je vous parlais, c'est un petit peu le money time de ce meilleur grimpeur numéro 1 dans la première partie de la course. Si on voulait faire la course dès le début, c'est ici qu'il fallait être bien positionné, c'est ici qu'il fallait être prêt à démarrer et à vraiment envoyer les watts, parce que regardez, on est à presque 500 watts ici.
Ça a démarré une première fois, ça va démarrer une deuxième fois. Vous allez voir, on va tous se lever de notre selle. Et là, en revanche, tout le monde va pas pouvoir se lever en même temps. Regardez, le coureur de l'OCVO en jaune, il est déjà en train de piocher. On le voit bouger la tête de gauche à droite. Et là, voilà, il faut que je me faufile. Il faut absolument que je passe à travers les coureurs qui passent à travers, justement. Regardez devant moi, il y a 2 coureurs du PCO, dont un qui se balance vraiment de gauche à droite. C'est assez ouf, il s'arrache à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, pour pouvoir faire partie du groupe des mecs devant. Derrière moi, ça grimace, ça grimace. C'est dur pour tout le monde, pour ceux qui sont devant et desquels je vais faire partie, c'est plutôt bon signe. On continue l'effort, on se défait pas, il faut absolument poursuivre. Je veux dire, on a dépensé de l'énergie dans un effort considérable, il faut absolument pas que cette énergie soit dépensée pour rien. Du coup, il faut poursuivre l'effort et éventuellement essayer de faire partie du bon groupe. Vous allez regarder sur la gauche et voir passer un ovni. Regardez, hop là, tout le monde est à fond. Et là, il y a Pierre Mavier qui porte son maillot de champion de France Master, qui passe comme ça en mode coucou. En fait, j'ai loupé le coche, mais je vais quand même rejoindre l'avant du groupe. Donc le mec, pendant que tout le monde est à fond, il remonte tout le monde, donc il remonte l'attaque elle-même pour pouvoir se placer au début du groupe qui pourrait devenir la première grosse échappée de la course et potentiellement une échappée bien composée qui pourrait aller jusqu'au bout. Moi, je suis assez content. Là, je suis à bloc, hein. Regardez, 195 battements, complètement à fond. Ce qui veut dire que là, à ce stade, mon rôle, ça va plutôt être d'essayer de rester en mode filou, vu que je suis pas le plus fort, d'essayer de prendre les roues et de voir comment ça peut se passer pour moi, récupérer cet effort consenti qui est absolument énorme. Je veux dire, mon cœur est monté presque à ma fréquence cardiaque max. Pour moi, c'est 202, 203 battements par minute. Donc, il allait falloir récupérer. Il allait falloir récupérer. L'effort consenti était quand même costaud. Je veux dire, à ce moment-là, je me dis franchement, j'espère que ça va donner quelque chose parce que sinon, je vais un peu avoir les boules d'avoir lâché une aussi grosse cartouche dès le début. Après, selon moi, dans cette course, il y avait cet endroit-là en particulier qui était, je pense, la bosse qui avait le plus de potentiel pour faire partir une échappée. Et après, ça aurait été à l'usure dans le reste de la course. Donc, je pense que franchement, le move était pas dégueulasse et il y a plein de coureurs bien tankés qui ont suivi ce move-là. Donc, je pense que c'était pas forcément une bêtise de le faire tout de suite. Après voilà, est-ce que je vais avoir la caisse jusqu'au bout? Là est toute la question. Si on regarde vers l'arrière, on se rend compte que franchement, c'est bien sorti. Hein. Là, je me dis, ça pourrait être ça. Hein. Ça pourrait être ça l'échappée. Ça pourrait être ça l'échappée, mais elle est un petit peu grosse. Et on est un petit peu trop tôt encore dans la course pour que cette échappée puisse avoir une chance. Je veux dire, on est plus de 20. Donc pour ça, il faut que les clubs s'organisent. Là, on est 3 ou 4 mecs du PCO. C'est quand même un super bon mix pour nous. Il y a pas mal de gars de l'OCVE aussi. Et malheureusement, on va pas réussir à s'entendre assez. Le groupe est un petit peu trop gros. L'assemblage est un peu défavorable. Il y a beaucoup de clubs bien représentés. Du coup, je pense que c'était pas le bon moment. C'était pas le bon groupe. Et derrière, ils vont réussir à revenir. Ils vont réussir à revenir jusqu'à ce qu'on arrive au pied du deuxième meilleur grimpeur. Ça va être tout de suite. Dans ce deuxième meilleur grimpeur qui arrive seulement 10 km après le premier, je me retrouvais en difficulté. Le problème qui va se poser, premièrement, j'ai pas eu le temps de récupérer correctement du premier grimpeur dans lequel, selon moi, l'effort a été vraiment extrêmement intense. Je n'étais absolument pas préparé à faire un effort aussi intense. Mais aussi, il y a un truc qu'on ne voit pas à l'écran, enfin qu'on peut distinguer à peine à l'écran, c'est que sur cette bosse particulièrement raide, au-delà des 8%, je vais avoir des problèmes de traction. En fait, ma roue arrière va glisser. À partir du moment où je vais me mettre en danseuse, ma roue arrière va glisser sur la chaussée qui, à mon avis, n'avait pas été inondée depuis longtemps et du coup est très très glissante à cause de la présence aussi de débris d'arbres, de débris de feuilles. Ce qui fait que je vais systématiquement patiner à chaque fois que je me mets en danseuse. Donc je vais être obligé de rester assis. Et moi, je suis un coureur qui aime bien pouvoir alterner entre en danseuse et assis. Parfois, j'aime bien aussi passer en force quasiment toute la bosse. Ce qui va vraiment me poser problème parce qu'à ce stade, j'ai plus de force pour pouvoir pédaler assis. Donc, je suis obligé de mouliner super vite. Là, 95 RPM, c'est pas facile du tout. Et vraiment, je vais me retrouver en grande difficulté sur ce deuxième meilleur grimpeur. Bon, d'une part parce que j'ai vraiment mal récupéré du premier meilleur grimpeur et aussi pour cette question de patinage de la roue arrière qui m'a aussi un petit peu pris la tête mentalement, qui m'a vraiment... Je me suis vu en fait me faire lâcher à ce moment-là. Je me suis dit mais merde, c'est pas possible. Je me disais merde, j'ai pris une mauvaise décision, j'ai fait une erreur. Est-ce que j'aurais dû changer mes pneus? Est-ce que voilà, je me suis mis à psychoter.
Ce qui m'a vraiment coûté un petit peu de concentration et un petit peu de mental. Le stress, c'est jamais bon dans ce genre de situation. Quand on commence à se plaindre intérieurement, c'est toujours moins bien que de rester bien concentré sur la course, que de rester bien concentré sur ce qui se passe en réalité. Parce que là, voilà, ce qui se passe, c'est que je suis en train de faire partie, comme je vous l'ai dit, de la queue de la comète, hein, comme je l'ai dit plusieurs fois, cette histoire de comète. Il faut remonter, j'essaie d'éviter au maximum les gars qui explosent. Voilà, moi je suis dans une situation un petit peu galère, quoi. Là, c'est compliqué. Je fais un effort, je suis plus présent en tête de la course. Donc mentalement, il y a comme une sorte d'inversion qui se produit. C'est-à-dire que je partais en mode « Ah, c'est cool, je suis présent à l'avant de la course, je suis présent dans les boss, dans les meilleurs grimpeurs. » Et là, second grimpeur, bam, je me prends un gros coup dans le cul. Je me prends un gros coup, une grosse claque. Et je me dis « Mais c'est chaud, ce tour du Vexin. Risque de devenir difficile. » J'ai vraiment du mal à aller au-delà des 500 watts pour pouvoir garder les roues, pour pouvoir prendre les roues et participer à l'attaque. Là vraiment, je fais partie des mecs qui se font un petit peu vomir à l'arrière du peloton, ce qui n'est absolument pas bon signe. Regardez, à la bascule, si on jette un coup d'œil vers l'avant, on se rend compte qu'il y a un groupe qui est détaché du groupe duquel je fais partie. Ce qui veut dire que je fais partie des mecs qui se sont fait lâcher. Voilà, donc là, il va falloir que je mette les bouchées doubles pour pouvoir revenir. Je fais partie d'un groupe qui fait à peu près une trentaine de coureurs. Et comme je voyais vraiment pas le peloton au loin, je me suis dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Il faut rouler. Du coup, je me suis dit que j'allais rouler. Et cette poursuite, on l'a prise à notre compte avec Thomas Morvan, donc un coureur du PCO qu'on va sûrement voir à l'écran à un moment donné, et un gars d'un club que je ne reconnais pas, mais avec qui on s'est partagé la tâche de la poursuite. Le voilà. Je sais pas si c'était une bonne idée pour moi de faire ça. Toujours est-il que je l'ai fait. Je me figurais pas à ce stade qu'on était si nombreux dans mon groupe et que finalement n'importe qui aurait pu aussi livrer la poursuite. Et surtout, j'aurais peut-être pu me reposer. C'est vraiment quelque chose qui m'avait fait défaut sur le deuxième grimpeur, le fait de ne pas être reposé. Et là, le fait de rouler à l'avant du groupe ne m'aide pas du tout à me reposer. Ça ne m'aide pas du tout à arriver dans un meilleur état au grimpeur numéro 3 qui allait avoir, je vous le donne en mille, toutes les caractéristiques du grimpeur précédent. Raide, glissant, stressant, difficile. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on allait arriver à faire la jonction avec le groupe de devant qu'au pied du meilleur grimpeur numéro 3. C'est parti. J'arrive dans cette bosse avec le cœur déjà à bloc, donc j'arrive là-dedans, je suis déjà à 180 BPM. Déjà que j'arrivais plus trop à faire fluctuer la puissance vers le haut sur le meilleur grimpeur numéro 2, sur celui-là. Sur celui-là, c'est pas seulement que je me fais lâcher, c'est que j'explose complètement. Je suis bloqué ici à 380 watts, 300 et quelques, etc. Et là c'est l'horreur. J'ai plus de jambes du tout, j'ai juste mal, je grimace à fond. À ce moment-là, je ne peux plus faire autre chose que d'être là comme ça en danseuse, en appuyant super fort sur mes pédales parce que vraiment j'ai plus rien d'autre à donner. À ce moment-là, je suis en train d'accepter en fait. Je suis en train de me dire tout le monde me dépasse. On est au 46e kilomètre, la course fait 110 bornes. C'est très long. Et là je me dis oh là là, ça va être très très long. Ça va être très long d'arriver au bout. Je sais même pas si je vais être classé en fait parce que à tous les coups je vais être arrivé tellement tard à l'entrée du circuit final qu'on va me dire monsieur descendez du vélo, c'est très bien, mais voilà, ça suffit maintenant. Voilà, donc là je suis en train d'un peu d'accepter mon sort et je vais me retrouver tout seul. Voilà, donc là tout le monde me dépasse. En plus je suis un plot au milieu de la route là, je suis juste un emmerdement pour tout le monde. Je ne sers à rien, je peux pas me mettre à gauche à droite parce que en fait, tout le monde me dépasse, donc je peux même pas me caler sur le côté parce que j'ai peur de me faire rouler dessus quoi. Là on me prend en photo, voilà, on voit ma petite tête grimaçante qui souffre, qui dit aidez-moi s'il vous plaît, je suis en train de décéder. Donc me voilà tout seul. Derrière moi il y a quand même quelques compagnons d'infortune, quelques pauvres naufragés qui comme moi ont très mal subi ce meilleur grimpeur numéro 3. Mais eux, ils vont avoir le courage d'essayer de faire un move vers l'avant. Moi, en revanche, je n'ai plus rien. Et je vais même me faire dépasser par les voitures, vous allez voir. Parce que oui, qui dit course en ligne, dit voiture suiveuse. Et donc voilà, ça y est, je suis dans les voitures. Comme j'ai pété à la pédale, je n'ai absolument pas le droit de me mettre derrière une voiture. C'est complètement interdit. Et puis c'est contre l'esprit du sport.
veux dire, si on n'est pas bon sur ce moment, on n'a pas le droit de remonter comme si on avait eu un problème mécanique. Donc voilà, si jamais vous voyez des coureurs qui prennent la roue, enfin qui restent derrière une voiture alors qu'ils ont explosé à la pédale, bah bouh, c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Ça peut être toléré seulement si on a un problème mécanique genre crevaison ou j'en sais rien, déraillement, saut de chaîne, mais en aucun cas si on a pété à la pédale. Après 10 km à trouver le temps franchement long tout seul sur les routes du Vexin, je suis enfin rejoint par un groupe d'attardés comme moi, avec qui je vais avoir du coup la chance de pouvoir rallier l'arrivée. Et ça, je trouve ça cool. Je veux dire, on va aller jusqu'au bout ensemble, et ça va être sympa. Et puis on va aussi se faire la course entre nous, parce que quand même, on est là pour s'amuser, donc il n'est pas question qu'on se laisse abattre. On va quand même faire la course, ça va être marrant. 20 km plus tard, on est arrivé sur le circuit final, et là, les choses vont commencer à s'exciter un petit peu, ça va être rigolo. Et au passage à la cloche, on commence vraiment à savoir que le money time entre guillemets pour la 72e place va bientôt arriver. Et puis parce que j'ai envie de continuer à faire la course, je me dis on va pas s'arrêter de faire la course parce qu'on est vraiment loin, pas parce qu'on a 3 minutes, qu'on peut pas faire la course aussi. Donc je vais essayer de faire un truc rigolo. Je vais essayer de faire un truc rigolo et je vais essayer de partir tout seul, vous allez voir comment je vais essayer de le faire. Je vais essayer d'être le plus opportuniste possible. Je me dis... Pourquoi pas faire un petit tour solo, parce que moi j'aime bien rouler un peu tout seul. Et puis si ça fonctionne pas, on essaiera de jouer le sprint du mieux qu'on peut. Le but c'est vraiment que cette journée n'ait pas servi à rien. Et qu'on puisse quand même prendre du plaisir sur notre vélo parce qu'on n'a pas fait des bornes pour ne pas rigoler quand même sur ce Tour du Vexin 2022. Donc... Je vous le rappelle, on est au dernier tour. Dans le groupe dans lequel je me trouve, je n'en avais pas parlé jusque-là, mais il y a 3 coureurs de la CBB et c'est eux, en maillot gris et orange, qui vont animer la course. Là, par exemple, vous allez voir glisser un de leurs coéquipiers vers l'avant. Les deux devant, ils vont faire rideau. Ils vont laisser partir. Et là, je me dis, on est quand même relativement proche de l'arrivée. Il ne faut pas se laisser surprendre. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de faire le jump. Derrière moi, ça va réagir, certes un peu mollement. Et je vais encore faire la spéciale. Vous avez vu la vidéo de la Loot Crit. Là, je vais glisser derrière les attaquants et je vais démarrer. Bam, comme ça. Bon, avec ce qui me reste, visiblement, ça énerve tout le monde, j'ai l'impression. Mais dis-moi ce que vous en pensez d'ailleurs, parce que je me dis, bon, il n'y a pas d'enjeu du tout, mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas quand même la course? Pourquoi est-ce qu'on se prendrait pas un peu le kiff de faire comme s'il y avait un truc à gagner? Même si c'est que pour la 70e place. Je veux dire, ça doit faire 40 bornes qu'on roule tranquille. Moi, j'ai pas envie d'avoir perdu ma journée et de me dire, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? J'ai roulé à 200 watts pendant 1h30. Non, je pense que c'est quand même chouette de faire comme si il y avait un enjeu, de faire comme s'il y avait une course à gagner. En tout cas, ça m'a motivé à ce moment-là et j'espère que tout le monde n'a pas été désabusé dans mon petit groupe éto. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez. Moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Quoi qu'il en soit, je suis en gros, très gros guillemets, en échappé pour la 72e place. Voilà, moi le truc c'est que je me dis bon, je vais essayer de faire un effort. Je vais essayer de faire un effort le mieux que je peux et puis on verra s'ils me poursuivent, pourquoi pas. Et ils vont me poursuivre. Et puis si jamais ça marche, ce sera rigolo. Si jamais ça marche pas, ce sera moins rigolo et on essaiera de faire le sprint quand même. Voilà, moi je me dis qu'il faut faire la course un peu quand même. Il faut faire la course, je veux dire, on n'est pas là pour rien. On n'est pas là juste pour rentrer la queue entre les jambes parce qu'on s'est fait lâcher sur la MG3. On est là pour faire la course. On est des coursiers, merde. Donc je vous le disais, ils vont me poursuivre. C'est les gars de la CBB qui vont me poursuivre. Et ils vont mettre du temps avant de rentrer. Ça va leur prendre un petit peu de temps. Je suis assez content de leur avoir posé un peu problème. Je vais rester comme ça pendant 5 km. Aucune idée de s'ils ont vraiment galéré à me faire revenir. Aucune idée de s'ils auraient pas voulu me cuire pour pas avoir à faire vraiment au sprint. Quoi qu'il en soit, sur cette partie où la poursuite a dû être menée, on a roulé à 41 km/h versus 39 km/h sur le tour précédent. Donc ça leur a un peu quand même secoué les puces à mon groupe. Et je trouve ça assez rigolo. Mais à 3 km, tout juste 3 km de l'arrivée, les revoilà. Ça y est, ils vont revenir sur moi, qui leur avait faussé compagnie. Un peu fourbement, je dois dire. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même faut faire la course un peu, il faut prendre du plaisir sur le vélo. Et c'est ce que j'ai cherché à faire. J'ai cherché à vraiment me faire kiffer, malgré l'échec que représente cette place dans le groupe éto. Et à 2,5 km de l'arrivée, la CBB, donc les coureurs en gris et orange, se sont remis
à vouloir jouer. Cette fois-ci pour le sprint. Donc je pense qu'ils vont essayer, grâce au fait qu'ils sont à 3, de faire un train pour un de leurs coureurs. Donc une sorte de mini-train de 3 coureurs. Donc là vous allez voir, ça va s'exciter un petit peu à l'avant du groupe. Et moi je vais prendre ça comme un entraînement au positionnement au sprint et à la pratique du sprint. Je veux dire, je pense qu'on n'a jamais cette situation qui ressemble à des situations de course où on a vraiment l'occasion de pratiquer ce genre de skills. Donc franchement je prends toutes les occasions. Et là voilà, il y a une occasion. Là il y a une occasion. Du coup, j'essaie de rentrer dans le mix et de faire partie de ce groupe qui va chercher à essayer de ravir cette 72e place. Donc ce que je fais, c'est que je me mets dans la roue du train des coureurs qui sont les plus nombreux, donc de la CBB en gris et orange. Voilà, mon but c'est d'essayer de rester dans leur roue pour pas me faire surprendre. Je me dis que eux de toute façon ils vont essayer de faire le sprint. S'il y en a un des deux qui va s'écarter pour laisser passer son coéquipier, moi mon objectif c'est de battre le coéquipier. Et surtout d'être attentif à tout type d'imprévu qui pourrait avoir lieu. Comme par exemple là ici, le coureur du pack 95 qui décide de passer en première position. Donc il faut vraiment être attentif et faire en sorte que à chaque action des coureurs adverses, il faut pouvoir réagir correctement pour pouvoir se positionner de la meilleure façon possible à l'entrée du sprint final. Le truc, c'est que sur ce parcours, on était passé déjà 3 fois sur la ligne d'arrivée, donc je vois à peu près comment c'était fichu. Le sprint, il se fait juste après un rond-point, du coup il faut être bien placé au moment du passage du rond-point, et il y a un faux plat montant qui fait que démarrer le sprint, c'est pas forcément une excellente idée. Surtout qu'il y a un faux plat montant un petit peu raide au début et un petit peu moins après, ce qui veut dire que le premier effort en général, c'est pas le bon. Il faut essayer de faire un des derniers efforts pour être certain de passer la ligne en premier. Donc ce que je vais faire, c'est essayer de rester vers l'avant du groupe, mais pas trop à l'avant. Là je pense que je suis trop à l'avant en étant en deuxième position. Du coup je vais rester niché derrière le coureur de la CVB en essayant de voir si c'est pas quelqu'un qui pourrait se décaler pour me passer. Et c'est ce qui va se passer. Juste à ma gauche, il y a un coureur de l'ANI et un autre coureur de la CVB qui vont se décaler avant d'arriver sur le rond-point. Donc là je suis en 3e position à l'entrée du rond-point, ce qui est une plutôt bonne position, qui me permettra normalement de participer au sprint. Voilà, si j'étais 7e, ce serait pas du tout pareil. 4e position, c'est un petit peu moins bien, mais on va voir ce qui va se passer juste après la sortie du rond-point. Là, je suis 4e position, je suis un petit peu loin, je vois qu'il y a un écart. Le coureur de l'ANI décide de lancer un sprint. Il lance très tôt dans le début du faux plat, et comme je vous l'ai dit, premier à lancer. Vu la configuration de la route, regardez, elle monte un petit peu, hein, on se rend pas compte, mais elle monte un peu. Je pense qu'il a lancé le sprint en se disant qu'il allait décrocher tout le monde. Je suis dans sa roue, mais j'ai quand même un petit écart. Là, je commence à rentrer dans son aspiration et je commence à être persuadé que c'est bon, je vais pouvoir le dépasser. Le danger à ce stade, il vient pas du coureur qui est devant moi, mais du coureur qui est derrière moi. Un petit coup d'œil pour comprendre. Derrière moi, ça grimace. On verra s'il arrive à s'accrocher à ma roue quand je démarrerai. Ça y est, on arrive à la pancarte, on est très proche de l'arrivée. Je vais produire mon effort très bientôt. C'est parti. Ça sent bien engagé. Je vais plus vite que le coureur que je dépasse. Derrière moi, ça grimace toujours et je sens que je vais pouvoir rester devant. La ligne d'arrivée est très proche maintenant. On la voit, c'est bon. Mon adversaire abandonne derrière et c'est ok. La 72e place est sécurisée. Et c'était le Tour du Vexin 2022. Waouh! Waouh! C'était dur. Fou. Ce truc. Ça, je m'attendais pas à exploser comme ça au bout de 40 km là. À l'explosion, mais ça a pas prévenu quoi. Ah si, ça a prévenu au grimpeur d'avant, mais j'avais encore un peu de jus. Et là, celui-là, là, il était très court, mais super intense. Et quand j'ai vu que ça faisait 45 bornes, je me suis dit putain, je vais pas refaire 70 bornes tout seul. Fort heureusement, après j'ai fait le groupe Eto, il y a un groupe qui est revenu sur moi, donc j'ai pu survivre quand même dans le groupe et faire une petite course quoi. Et après on s'est un peu fait la guerre dans le dernier tour, c'était chouette, c'était rigolo. On s'est amusé quand même, donc ça fait toujours plaisir. Allez, placer la récupération, on va boire de l'eau, manger. J'ai mangé mon plat signature, je vais vous montrer tout à l'heure. Je reprends, je me change et je reprends. Alors, du coup, me voilà à l'heure du déj. J'ai pris le temps de me changer et tout. Et j'ai la fameuse boîte dans laquelle j'ai mon petit snack, enfin mon déjeuner post-course favori. Je vous en ai peut-être déjà parlé, mais si c'est pas le cas, en tout cas pour ceux qui découvrent, je vais vous montrer. Ce qui est important pour moi après une course, c'est d'avoir une portion de glucides. Donc là j'ai pris des coquillettes, mais ça peut être du riz,
de la semoule, un autre type de pâte. Là c'est des pâtes classiques, mais parfois vous pouvez prendre des pâtes complètes, c'est bon aussi. Et un truc qui a pas l'air super appétissant comme ça, mais que j'adore, c'est quelque chose que j'ai appelé la pancomelette. En fait c'est de la chapelure panko dans du beurre, et par-dessus je fais une omelette. Du coup ça me fait une sorte d'omelette crispy, c'est super bon. Je mets du paprika fumé par-dessus, et un peu de sel, c'est super bon. Et là-dedans il y a 3 œufs, du coup ça me permet d'avoir une bonne portion de protéines. Et puis je tue pas d'animal comme ça aussi. C'est archi bon. Donc là je pense que je vais vous montrer comment je le mange. Non, je vais pas vous le montrer, mais au moins je vous montre ce que je mange après la course. Ce qui m'importe vraiment, c'est des glucides, parce que j'ai cramé des glucides de ouf. Là, je crois que je suis à 2700 calories sur cette course. Et des protéines pour réparer tous les muscles qu'on a cassés aujourd'hui, parce que je me suis fait vraiment du mal, c'était très 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 dur. Ok, bah c'est parti, il n'y a plus qu'à manger. Évidemment, j'ai des petits couverts portatifs, voilà, là-dedans. Et je vais me mettre à manger. Allez, souhaitez-moi bon appétit. Trop bon.